Lors de la fête luxueuse, toutes mes belles-sœurs ont reçu de l'or et des sacs à main coûteux. Quand mon tour est venu, ma belle-mère m'a jeté une vieille boîte à chaussures, sale et poussiéreuse, devant tous les invités. C'est ce que tu mérites, s'est moquée ma belle-sœur. En riant aux éclats, en pleurant, j'ai apporté la boîte dans ma chambre et je l'ai ouverte. Mais avant que l'histoire ne commence, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne. L'arôme du vin rouge et des épices de la queue de bœuf remplissait la cuisine étroite à l'arrière du luxueux manoir. Sophia essuya la sueur de sa tempe avec le dos de sa main. Depuis la première heure du matin, elle se battait avec d'énormes marmites, coupait de la viande et préparait le ragoût préféré de sa belle-mère. Carmen? C'était aujourd'hui le 70e anniversaire de Carmen, et les ordres de la matriarche étaient absolus. Pas de traiteur. Toute la nourriture devait être faite maison, et la main maison à laquelle elle se référait était, bien sûr, celle de Sophia. Ah, Sophia, tu ne peux pas travailler un peu plus vite? La voix criarde fit sursauter Sophia. Regina, sa belle-sœur aînée, se tenait sur le seuil de la cuisine, s'éventant le nez retroussé. Elle était déjà impeccable dans une robe en soie bordeaux avec un chignon moderne. Cette odeur de ragoût est très pénétrante. Elle va s'accrocher à ma robe. Et le pressing coûte très cher, se plaignit Regina, regardant avec dégoût le tablier usé que portait Sophia. Pardonne-moi, Regina, le ragoût est presque prêt. Dès que j'ai fini, j'allume l'extracteur et je frotte le sol, répondit Sophia à voix basse, sans cesser de remuer le ragoût pour qu'il n'attache pas au fond. Regarde, Isabelle. La deuxième belle-sœur apparut derrière Regina, absorbée par son portable. Les pouces d'Isabelle dansaient agilement sur l'écran, répondant probablement aux messages de ses amis de la haute société qui ne tarderaient pas à arriver. Elle jeta un regard fugace à Sophia et fit claquer sa langue. « Regarde-la, ma sœur. » À cette heure-ci, et elle sent encore l'ail. Les invitées de maman sont toutes des épouses d'hommes d'affaires importants. Quel dommage qu'une de ces belles filles ressemble à une domestique. Sophia baissa simplement la tête, avalant son amertume. Elle était mariée depuis 3 ans à Javier, le fils cadet de la famille, et pendant tout ce temps, elle avait subi des insultes. Javier était le seul fils, mais financièrement le moins chanceux par rapport à ses sœurs. Marié à des magnates. Javier n'était qu'un professeur remplaçant, et Sophia aidait à l'économie familiale en vendant des gâteaux sur commande. Aux yeux de Regina et d'Isabelle, Sophia n'était qu'un parasite qui vivait gratuitement dans le pavillon arrière de la maison principale. Allons-nous-en. Isa, laissons cette Cendrillon terminer son travail, ordonna Regina avant de pivoter sur ses talons coûteux et de s'en aller. Et n'oublie pas, Sophia, dès que les invités auront fini, ramasse la vaisselle sale. Ne les laisse pas empiler sur la table, cela gâche la vue. Sophia soupira profondément. Son cœur lui faisait mal, mais elle ne pouvait pas pleurer. Ses yeux gonfleraient et sa belle-mère se fâcherait énormément si elle la voyait gâcher la fête avec un visage triste. Une demi-heure plus tard, la cuisine était impeccable, la queue de bœuf, la salade russe et les crevettes à l'ail étaient parfaitement disposées sur la table du buffet dans le salon principal. Sophia courut au pavillon pour se doucher et se changer. Elle ouvrit sa modeste armoire et prit une robe en lin à imprimer floral. C'était la meilleure qu'elle avait. C'est Javier qui la lui avait offerte pour leur anniversaire il y a 2 ans. La couleur était un peu passée aux manches, mais elle était encore portable.
Alors qu'elle se regardait dans un miroir fêlé dans un coin, la porte s'ouvrit. Javier entra avec un visage fatigué. Il venait de monter une tente supplémentaire dans le jardin sur ordre de sa mère. « Chérie. » Javier regarda son épouse avec culpabilité. Il s'approcha et lui arrangea une mèche de cheveux qui s'était échappée. « Pardonne-moi, Sofia. Tu devrais être assise devant, à profiter. Pas à travailler comme une cuisinière. » Sofia sourit, essayant de cacher son angoisse. Elle prit la main calleuse de son mari et la baisa. « Ce n'est rien, mon amour. C'est ma façon de montrer mon respect à ta mère. Tant qu'elle est heureuse, la fatigue ne m'importe pas. Mais le traitement de Regina et Isabelle est intolérable, grogna Javier à voix basse. Elle te traite comme une servante, et tu es leur belle-sœur. Ça suffit, c'est bon. Ne nous disputons pas aujourd'hui. Maman pourrait nous entendre, l'interrompit Sofia doucement. Viens, la fête est sur le point de commencer. Le salon de la maison principale s'était transformé en une mini-salle de bal éblouissante. Un lustre en cristal reflétait la lumière sur les bijoux en or et en diamant des invités. L'arôme de parfums coûteux flottait dans l'air. Au centre de la pièce, assise dans un fauteuil en acajou sculpté qui ressemblait à un trône, se tenait Carmen. La vieille femme portait un élégant tailleur en velours noir, avec une broche en or de la taille de la paume d'une main sur la poitrine. Son visage était sévère, avec des traits durs qui révélaient un caractère n'admettant aucune réplique. Sofia et Javier entrèrent maladroitement. Leur présence passa presque inaperçue. Sofia choisit de rester dans un coin, essayant de se fondre dans les ombres. Elle vit Regina et Isabelle rire aux côtés de leur mère, lui chuchotant des choses qui faisaient que la matriarche hochait la tête et lançait des regards méprisants vers la cuisine, ou peut-être vers Sofia. « Eh bien, chers amis !» La voix de Regina résonna fort à travers un micro, et le silence s'empara de la salle. « Merci d'être venus célébrer l'anniversaire de notre mère bien-aimée, en signe de notre gratitude et de notre amour. Ses enfants veulent lui offrir un petit détail. » Le cœur de Sofia battit avec force. Elle serra une petite boîte qu'elle tenait à la main. Elle contenait un châle en laine qu'elle avait elle-même tricoté au cours des 2 derniers mois pendant son temps libre. Le fil n'était pas du cachemire importé, mais chaque maille portait une prière. « Commençons par la fille aînée, bien sûr !» s'exclama Isabelle en provoquant des applaudissements. Regina s'avança d'un pas élégant. Elle portait un sac de course d'une couleur orange caractéristique. Tous les yeux s'écarquillèrent, avec un geste théâtral. Elle sortit un sac en cuir noir, brillant. « Pour ma chère maman. Un authentique Hermès Birkin, commandé directement de Paris, pour que tu continues à éblouir. Maman, dit Regina avec fierté. On entendit des murmures d'admiration. Carmen sourit jusqu'aux oreilles. Ses yeux brillèrent en recevant le sac de dizaines de milliers d'euros. Merci. Regina, chérie, tu es celle qui connaît le mieux mes goûts. Ensuite, ce fut le tour d'Isabelle. Elle portait un écrin en velours rouge. En l'ouvrant, elle révéla une parure complète de bijoux en diamants, colliers, boucles d'oreilles et bracelets, qui brillaient à en faire mal aux yeux. Si Regina t'offre le sac, je t'offre ce qu'il y a dedans, maman, pour que tu brilles encore plus lors de tes réunions. De nouveau, un tonnerre d'applaudissements. Carmen embrassa ses 2 filles avec fierté, les baisant sur les 2 joues. Mes filles sont une réussite.
Je suis très fier de vous. » Dans son coin, Sophia sentit qu'elle se ratatinait. La boîte dans sa main lui semblait de plus en plus lourde et honteuse. Elle voulait fuir, courir dans sa chambre et se cacher sous les draps. Mais ses pieds semblaient cloués au sol de marbre froid. Soudain, le regard acéré de Carmen parcourut la salle et s'arrêta sur le visage de Sophia. Le sourire de ses lèvres disparut, remplacé par une ligne fine et redoutable. Sa voix résonna froide, brisant le silence qui s'était instauré alors que tout le monde suivait son regard. « Où est le cadeau de ma belle-fille cadette? Viens ici. Sophia, approche. Ne reste pas là, caché dans le coin, comme si tu n'étais venue que pour manger. » Les pieds de Sophia pesaient une tonne. Le sol de marbre semblait s'être transformé en sable mouvant. Des milliers d'aiguilles invisibles lui piquaient la peau, tandis que des dizaines de paires d'yeux la fixaient avec diverses expressions. Certaines avec pitié, d'autres avec mépris, et d'autres encore retenant leur rire en voyant sa simple robe en lin, qui contrastait brutalement avec le luxe environnant. Javier tenta de prendre la main de son épouse pour lui donner de la force, mais il remarqua que la sienne était aussi trempée de sueur froide. Ils marchèrent ensemble comme des condamnés vers le trône où Carmen siégeait, le menton levé avec arrogance. « Allez, ne traîne pas. Mon temps, c'est de l'or !» lâcha Isabelle tout en pointant la caméra de son portable vers le visage de Sophia, prête à capturer un moment qui, selon elle, serait très divertissant pour ses abonnés sur les réseaux sociaux. Sophia s'arrêta enfin devant sa belle-mère. Avec des mains tremblantes, elle lui offrit la modeste petite boîte enveloppée dans du papier kraft, sans ruban de satin, ni carte de vœux à l'encre dorée. « Joyeux anniversaire !»« Maman !» La voix de Sophia se brisa, presque inaudible. « C'est un châle en tricot. Je l'ai fait moi-même, pour que tu n'aies pas froid quand tu lis le matin. » Carmen ne l'accepta pas immédiatement. Elle regarda le paquet, comme si Sophia lui offrait un rat mort, le tenant seulement du bout de l'index et du pouce. À peine 2 doigts. Elle le prit et le posa n'importe comment sur une table d'appoint à côté d'un tas de coques de pistache. « Un châle en tricot ?» s'esclaffa Carmen, assez fort pour que les invités des premiers rangs l'entendent. « Il y en a plein les marchés. Tu crois que mon cou est un étendoir? Sophia? Et Zoé ?» La poitrine de Sophia s'oppressa. L'air autour d'elle semblait se raréfier. « La laine est très douce. Maman, j'ai choisi du coton. »« Assez !» la coupa brusquement Carmen. « Garde tes excuses, puisque tu as osé me donner cette pacotille pour mon jour spécial. J'ai aussi un cadeau pour toi. Un cadeau très approprié pour une belle fille comme toi. » Le silence se fit dense. Regina et Isabelle échangèrent un regard avec un sourire malicieux. Il semblait qu'elles savaient déjà quel rôle leur mère allait jouer. Carmen se pencha légèrement, cherchant quelque chose sous son grand fauteuil. Quand elle se redressa, elle tenait une vieille boîte à chaussures. C'était un objet pathétique. Le carton était enfoncé au coin, la couleur délavée par le temps, et le pire de tout, une épaisse couche de poussière et des taches marron qui ressemblaient à de la boue séchée couvraient sa surface, sans prévenir. Carmen jeta la boîte vers Sophia. Elle ne la lui remit pas. Elle la jeta. Poum! La boîte atterrit juste au pied de Sophia, soulevant un petit nuage de poussière en percutant le sol brillant. « Ramasse-la !» ordonna Carmen froidement. Sophia resta paralysée. Ses yeux brûlaient. Sa vue se troubla par les larmes qu'elle luttait pour contenir. « Maman,
Javier tenta d'intervenir, sa voix tremblant de rage et de honte contenue. « C'est trop. Pourquoi traites-tu ainsi ma femme? »« Toi, tais-toi. »« Javier !» lui lança sa mère, le foudroyant du regard. « Ta femme est une ingrate. Elle vit ici gratuitement, n'a pas apporté un centime, et en plus, elle se croit des droits. Le contenu de cette boîte est parfait pour la place qu'elle occupe dans cette maison. Elle aime être à la cuisine, au débarras, entourée de poussière et de saleté. C'est donc le cadeau le plus approprié. » Le rire de Régina éclata, suivi par les petits rires d'Isabelle. « Ah, maman, tu as tout à fait raison. Sûrement qu'à l'intérieur, il y a une brosse de toilette usagée ou un vieux chiffon, » dit Régina en provoquant. Quelques invités rirent sous cape. Bien que la plupart semblaient mal à l'aise et baissaient le regard. Ils n'osaient pas intervenir. Ce rire résonna comme un monstre aux oreilles de Sophia. Elle se sentit nue en public. Sa dignité piétinait jusqu'à être réduite en poussière. « Ramasse-la, Sophia! Ou préfères-tu que je vous mette tous les deux à la porte ce soir même ?» menaça Carmen. Avec le peu de force qui lui restait, Sophia s'agenouilla lentement. Ses genoux touchèrent le sol froid, à la hauteur de la boîte sale. Elle tendit sa main tremblante et toucha la surface rugueuse et poussiéreuse du carton. Clic, clic. Le son de l'obturateur du portable résonna à plusieurs reprises. Isabelle était occupée à photographier Sophia, agenouillée aux pieds de sa belle-mère, comme une esclave ramassant des ordures. « Souris un peu, Sophia, pour que la photo soit plus esthétique », se moqua cruellement Isabelle. « Le titre sera « La belle fille qui accepte son destin ». Sophia serra la boîte à chaussures contre sa poitrine. La poussière tacha sa robe en lin, mais elle s'en moquait. Elle voulait seulement que tout s'arrête. « Merci, maman, » chuchota-t-elle d'une voix brisée. « Ouvre-la dans ta chambre. Ne salis pas mon salon avec le contenu de cette poubelle, » dit Carmen, agitant la main pour la congédier comme si elle chassait une mouche. « Et maintenant, va-t'en. Tu gâches la vue de ma fête. » Sophia se leva avec difficulté. Ses jambes flageolaient. Javier l'entoura rapidement de son bras, la guidant loin de la foule qui la regardait avec mépris, alors qu'il se dirigeait vers la porte arrière. Sophia entendait les chuchotements des invités et les rires de ses belles-sœurs, qui trinquaient de nouveau pour célébrer leur victoire après avoir humilié le vilain petit canard. Cependant, personne ne remarqua que, lorsque Sophia se retourna, le dos au trône, le regard de sa belle-mère n'était plus un regard de dégoût. Pendant une fraction de seconde, le regard de la vieille femme se transforma en un regard aigu et scrutateur, observant le dos de Sophia, fragile mais droit, alors qu'elle portait la boîte de l'humiliation, comme si elle évaluait la force des épaules sur lesquelles elle venait de poser une charge insupportable. En arrivant dans leur chambre étroite du pavillon, Javier ferma la porte d'un coup sec et s'assit sur le bord du lit, respirant avec agitation. Il était furieux contre sa mère, contre ses sœurs, mais surtout contre lui-même pour son impuissance. Sophia posa la boîte à chaussures sur une petite table à côté du lit. Elle la fixa intensément. La boîte était vraiment sale, mais en la regardant de plus près, sous la faible lumière de la chambre, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le ruban qui scellait la boîte n'était pas du ruban adhésif normal, mais un seau de cire rouge foncé, déjà fissuré, avec les armoiries de la famille presque effacées, les mêmes armoiries qui figuraient sur l'alliance de son défunt beau-père. « Javier » appela Sophia à voix basse. Ses mains
commencèrent à décoller le seau. Son cœur battait avec force. Un pressentiment lui disait que ce n'étaient pas de simples déchets. « Jette-la, chérie, ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre !»« Elle contient sûrement quelque chose pour te faire encore plus de mal, » dit Javier, frustré, sans la regarder. Sofia ne l'écouta pas. Elle ouvrit le couvercle enfoncé de la boîte. Une odeur rance de vieux journaux s'en échappa. Effectivement, elle était pleine de boules de journaux jaunis, mais sous cette pile de papier, un reflet métallique capta la lumière de la lampe, faisant s'écarquiller les yeux de Sofia. La main de Sofia tremblait violemment, alors qu'elle écartait les boules de vieux journaux malodorants. C'étaient des journaux datant d'il y a 10 ans, jaunissent et fragiles. Javier, qui au début avait détourné le regard, agacé, se tourna lentement en percevant le silence soudain et tendu de son épouse. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il y a un lézard mort dedans ?» demanda Javier avec cynisme, croyant toujours que sa mère lui avait vraiment donné des ordures. Sofia ne répondit pas. Elle prit une profonde inspiration et sortit avec précaution un objet du fond de la boîte. Ce n'était pas des déchets, ni un vieux chiffon, ni une brosse de toilette comme l'avait insinué Regina. Dans la paume moite de Sofia reposait une clé de grande taille. Son design était ancien, comme les clés des maisons coloniales. Mais ce qui coupa le souffle de Javier, ce fut le matériau. La clé était lourde, massive, et brillait d'un jaune intense sous la faible lumière néon de la chambre. Ce n'était pas du fer plaqué, c'était de l'or pur. « C'est de l'or !» Javier s'approcha. Les yeux exorbités par l'incrédulité, il toucha la clé. Froide et lourde. « Mon Dieu, ça doit faire plus de 50 grammes !»« Sofia, Javier, regarde ça !» chuchota Sofia. Sa voix tremblait. Non pour l'or, mais pour ce qu'il y avait sous la clé. Une chemise en plastique transparent, déjà usée, à l'intérieur, un épais document avec les armoiries de l'Espagne. Très familier, un titre de propriété. Sofia ouvrit la chemise avec des mains qui semblaient être de la gelée. Elle lut ligne par ligne. Et titre de propriété numéro 1045. Surface 2500 mètres carrés. Emplacement. Domaine dans la Sierra de Guadarrama. C'était le légendaire domaine familial. Un lieu plein de souvenirs. Le domaine dont Regina et Isabelle parlaient souvent, comme d'un actif dormant valant des millions d'euros pour ses vues directes sur les montagnes. Le domaine était fermé depuis des années et personne ne pouvait le visiter depuis la mort du beau-père. Javier, le domaine de ton père. Sofia regarda son mari les yeux pleins de larmes. Ta mère nous a donné le titre de propriété du domaine de ton père. Javier secoua la tête. Son visage était pâle. Impossible. Il doit y avoir une erreur. Maman ne nous donnerait jamais quelque chose d'aussi précieux. C'est sûrement un faux titre pour continuer à se moquer de toi. Le doute de Javier s'évanouit lorsqu'une feuille de papier pliée tomba d'entre les pages de l'acte. Elle n'était pas imprimée, mais écrite à la main à l'encre noire. La calligraphie était légèrement tremblante et inclinée, typique d'une personne âgée dont la force commençait à décliner. Sofia ramassa la lettre. Elle reconnut cette écriture, la même qui notait la liste des courses chaque matin. Pour ma belle-fille, Sofia, si tu lis cette lettre, cela signifie que tu n'as pas jeté cette boîte à ordures. Cela signifie que tu as encore du cœur pour estimer un cadeau de ta belle-mère, aussi humble qu'il paraisse. C'est ce qui te différencie de tes belles-sœurs. Sofia, je sais que je suis dur. Je sais que ma langue est souvent tranchante, comme un rasoir. Mais
j'ai des yeux. J'ai vu qu'il me donnait à manger quand j'avais une forte fièvre, alors que Regina et Isabelle faisaient du shopping à l'étranger. Je me souviens de qui a changé les draps quand je me suis uriné dessus au lit pour ne pas être arrivé à temps aux toilettes, alors que mes propres filles avaient du dégoût à entrer dans ma chambre à cause de l'odeur. Elles croient que je suis aveugle. Elles croient qu'avec des sacs coûteux et des diamants, elles peuvent m'acheter. Le cœur d'une mère ne s'achète pas avec des marques. Sophia, mon cœur s'est ramolli avec la purée de légumes que tu me préparais chaque matin, toujours chaude, même si je me plaignais souvent en disant qu'elle était fade. Cette clé en or est la véritable clé du domaine de la Sierra, là-bas, dans le coffre-fort du bureau de ton beau-père. Sont conservés tous mes actifs liquides. L'or que Regina et Isabelle portent aujourd'hui n'est rien d'autre que de la pacotille de haute qualité. Plaqué or, je le leur ai donné exprès pour qu'elles soient heureuses un moment. Mais souviens-toi d'une chose, Sophia, c'est ton ultime épreuve. Que personne ne connaisse le contenu de cette boîte avant que je sois vraiment parti. Si tu parles maintenant, Regina et Isabelle vous dévoreront comme des louves affamées. Elles réclameront leur part de l'héritage et tu perdras parce que tu n'es que la belle-fille. Garde ce secret. Sois patiente encore un peu. Laisse-les rire aujourd'hui, car demain ce sera ton tour de rire la dernière. Signé maman. Les larmes de Sophia trempèrent le papier. Elle serra la lettre contre sa poitrine, sanglotant inconsolablement. Non pour la richesse, mais pour la reconnaissance. Pendant 3 ans, elle s'était sentie invisible. Et il s'est avéré que, derrière cette forteresse d'arrogance, sa belle-mère avait tout vu. Elle avait noté chaque goutte de sa sueur et chacune de ses larmes. Javier se laissa tomber au sol, appuyant son dos contre l'armoire. Il se couvrit le visage de ses mains. « Mon Dieu, maman, » chuchota-t-il, plein de remords. Pendant tout ce temps, il avait détesté sa mère pour son apparent favoritisme, alors qu'en réalité, elle tissait un grand plan pour protéger l'avenir de son fils cadet, le plus vulnérable économiquement. Nous devons garder cela très précieusement. « Javier, » dit Sophia, glissant rapidement l'acte et la clé d'or à nouveau dans la chemise et la cachant sous la pile de vêtements au fond de l'armoire. Comme maman l'a demandé. Personne ne doit savoir. Pas même Regina et Isabelle. Mais, chérie, Javier regarda la boîte à chaussures, sale, maintenant vide, sur la table. Et si elle demande ce qu'il y avait dedans, tu devras ressortir la boîte quand elles te demanderont de nettoyer. Avant que Sophia ne puisse répondre, quelqu'un martela la porte de leur chambre avec force. Les coups étaient brusques et impatients, faisant presque bondir le cœur de Sophia hors de sa poitrine. « Toc! Toc !»« Cendrillon, qu'est-ce que tu fais là-dedans à méditer ? Sors !» C'était la voix d'Isabelle, aiguë et criarde. « Sors vite !» Les assiettes sales s'empilent comme une montagne. Ne crois pas que tu peux te détendre dans ta chambre juste parce que tu as reçu un cadeau spécial. Et apporte avec toi cette boîte à ordures. Jette-la dans le conteneur de la rue. Ne l'accumule pas dans ta chambre. Elle va se remplir de rats, ajouta Regina avec un rire moqueur. Sophia et Javier se regardèrent avec panique. La clé et l'acte étaient en sécurité dans l'armoire. Mais la boîte à chaussures vide était toujours sur la table. Si Regina entrait et la voyait vide, alors que Sophia n'était pas encore allée au conteneur, elle soupçonnerait quelque chose. « Un moment, Isabelle !» cria Sophia, essayant de normaliser sa voix, enrouée d'avoir tant pleuré. Ses mains bougèrent rapidement, saisissant de nouveau les vieux journaux
et les fourrant n'importe comment dans la boîte. Elle avait besoin de quelque chose qui pèse, quelque chose pour qu'on croie que la boîte contenait encore quelque chose. Des ordures. Ses yeux parcoururent frénétiquement la chambre, cherchant n'importe quel objet à mettre dedans. Toc! Toc! Sophia, si tu ne sors pas à 3, j'enfonce la porte. Menaça Isabelle. La porte, dont la serrure était déjà cassée, vibra violemment. Un coup de pied vigoureux d'Isabelle suffirait à l'ouvrir toute grande, et le secret de millions d'euros pourrait être exposé avant l'heure. Sophia saisit une pierre, qu'elle utilisait pour caler la porte, la mit dans la boîte et la ferma d'un coup. Juste au moment où la poignée commençait à tourner de force depuis l'extérieur. La porte en bois s'ouvrit lentement, révélant le visage de Sophia, la tête basse, cachant le nouvel éclat de ses yeux. Dans ses mains, elle tenait la vieille boîte à chaussures, qui contenait maintenant des journaux froissés et une pierre noire qu'elle utilisait comme butée. Elle pesait juste ce qu'il fallait, assez pour tromper quiconque tenterait de juger son contenu seulement à l'aspect. Isabelle se planta sur le seuil, les bras croisés. Ses sourcils s'arquèrent avec arrogance. Derrière elle, Régina se pencha en tenant une coupe de cristal avec un liquide rouge. Son regard était un mélange de scrutation et de dégoût. « Tiens donc, tu mets beaucoup de temps à te lamenter sur ton sort, hein ?» lança Isabelle. Ses yeux parcoururent Sophia de la tête aux pieds. « Où est la boîte à ordures? Voyons voir. Laisse-moi regarder. Je suis curieuse de savoir quel genre d'ordures maman a légué à sa belle-fille préférée. » Sophia serra la boîte plus fort. Son cœur battait la chamade. Mais elle se souvenait parfaitement des mots de la lettre de sa belle-mère. Silence. C'est l'ultime épreuve. Elle devait jouer la comédie. Elle devait être la Sophia sotte, la Sophia résignée, la Sophia inoffensive. Seulement, et une pierre à aiguiser les couteaux cassés. Maman a dit que c'est idéal pour moi, que je passe la journée à la cuisine. Régina lâcha un éclat de rire si fort qu'elle faillit renverser le contenu de sa coupe. Une pierre à aiguiser? Mon Dieu, maman est sauvage! Elle t'envoie une pique très directe pour que tu te rendes compte que ta place est d'aiguiser les couteaux à la cuisine, pas de t'asseoir au salon. Voyons, laisse-moi voir. Isabelle fit un pas en avant. Sa main se dirigea vers le couvercle de la boîte. Le sang se glaça dans les veines de Sophia. Si Isabelle ouvrait la boîte et voyait une vulgaire pierre de rivière au lieu de la pierre à aiguiser qu'elle avait inventée, son mensonge serait découvert. Sophia recula d'un pas rapidement, un mouvement réflexe qui fit froncer les sourcils d'Isabelle. « Non, Isabelle !» s'exclama Sophia, un peu trop fort. Elle baissa rapidement le ton. « Je veux dire, c'est très sale. Il y a beaucoup de poussière et... Pardonne-moi, mais ça sent l'urine de rat. Je ne veux pas que tu taches ta robe coûteuse. Je ferais mieux de la jeter directement dans le conteneur dehors. » En entendant « urine de rat », Isabelle fit un bond en arrière, se bouchant le nez avec sa main délicate. Son visage se crispa de dégoût. « Quel dégoût! Quelle crasseuse! Bon, alors va-t'en par la porte de service, loin d'ici, ne passe pas par le salon principal, n'allez pas faire en sorte que l'odeur rance n'arrive aux invités VIP, » ordonna Isabelle, tout en agitant la main, chassant Sophia comme si elle était une peste. Sophia acquiesça docilement. « Bien sûr, Isabelle, avec votre permission. » Avec des pas rapides, mais en gardant la tête basse. Sophia sortit du pavillon. Elle marcha par le couloir latéral de la maison, passant à côté des grandes baies vitrées qui montraient la fête animée à l'intérieur. Là, sous la lumière du lustre, elle vit Régina se pavaner avec son nouveau sac devant un groupe d'épouses, d'hommes d'affaires. Régina riait aux éclats. Ses dents brillaient comme si elle était la maîtresse du monde.
Sophia s'arrêta un moment, observant la scène depuis l'obscurité du jardin latéral. Avant, cette vue lui aurait brisé le cœur. Elle se serait sentie petite, pauvre et insignifiante. Mais ce soir, la sensation était différente. Une chaleur parcourait sa poitrine. Une étrange mais réconfortante sensation de supériorité. « Rhys, Regina, » pensa Sophia. « Profite de ce sac en cuir, car le titre du terrain sur lequel tu te tiens et la clé du coffre-fort, où est gardée toute la fortune, sont sous une pile de mes chemises de nuit dans l'armoire. » Sophia marcha vers le grand conteneur à ordures, près de l'entrée. Elle s'assura que personne ne la voyait pendant qu'elle y déposait la boîte à chaussures. Elle ne la jeta pas n'importe comment, mais la posa avec soin sur le dessus du tas pour qu'on croie qu'elle venait de jeter quelque chose de précieux. Elle devait être totalement convaincante. Qui sait si un espion de Regina ne l'observait pas? Ensuite, Sophia rentra de nouveau dans la maison par la porte de la cuisine. Son travail n'était pas fini. Les assiettes sales s'empilaient. Elle commença à frotter le cœur bien plus léger. Le tintement des assiettes et des verres résonnait comme de la musique à ses oreilles. 1 heure plus tard, la fête commença à décliner. Les invités commencèrent à prendre congé. Sophia sortit de la cuisine avec un plateau de thé chaud pour sa belle-mère. Comme d'habitude, Carmen était toujours assise sur son trône, mais sa posture n'était plus aussi droite. Son visage paraissait pâle, sous l'épaisse couche de maquillage. Quand Sophia posa la tasse de thé sur la table d'appoint, juste là où se trouvait auparavant la boîte à chaussures, leurs regards se rencontrèrent un instant. Mais dans 7 secondes, une conversation sans mots s'établit, plus sincère que 1000 phrases. Carmen regarda Sophia avec une expression fatiguée, mais interrogatrice. Sophia lui répondit par un hochement de tête presque imperceptible, puis regarda de biais vers l'extérieur. Elle donnait à comprendre que les déchets avaient déjà été éliminés. Le message avait été reçu, et le coin des lèvres de Carmen tressaillit en un sourire presque invisible. La vieille femme soupira profondément, comme si un grand poids avait été levé de ses épaules fragiles. Elle prit la tasse de thé que Sophia lui avait préparée et but une gorgée. « Le thé n'est pas mal ce soir, pas trop sucré, » murmura-t-elle à voix basse, sans regarder Sophia. Ce fut le plus grand compliment qui soit sorti de sa bouche au cours des 3 années où Sophia avait été sa belle-fille. « Merci, maman, » répondit doucement Sophia. « Maman, faisons une dernière photo de famille avant que tout ne finisse, » cria Regina, apparaissant soudainement et tirant brusquement le bras de sa mère pour qu'elle se lève. « Profitons du fait que nous sommes encore maquillés. » Carmen fit une grimace de douleur. « Doucement. Regina, j'ai mal à la tête. »« Ah, maman, quelle râleuse. C'est juste un petit vertige. Allez, souris. Montre ton sac Hermès. » Regina s'en moquait. Elle était occupée à ajuster sa posture pour que sa robe et son nouveau sac soient bien visibles sur la caméra. Isabelle se colla à son côté gauche, arborant son collier de diamants. « Allez !» souriait. Sophia recula pour laisser de l'espace à la famille. Elle resta debout près d'un pilier, prête à être spectatrice une fois de plus. Crash! Avant que le flash de la caméra ne puisse se déclencher, le corps de Carmen s'affaissa. Ses jambes cédèrent, elle s'effondra au sol, entraînant la nappe d'une table voisine et faisant tomber un vase en cristal qui vola en éclats. « Maman !» Le cri de Regina déchira l'air nocturne. Ce qui restait de la fête se transforma en un chaos total. Sophia fut la plus rapide. Elle courut à travers la foule, ignorant les morceaux de cristal qui lui coupaient les pieds, et soutint la tête de sa belle-mère sur ses genoux.
La respiration de Carmen était saccadée. Ses yeux regardaient vers le haut. Sa main s'agrippa avec force au poignet de Sofia. Pas à celui de Regina ou d'Isabelle, qui étaient occupées à hurler hystériquement et à appeler le chauffeur. « Garde !» chuchota Carmen d'une voix qui ressemblait à un râle. Ses yeux regardèrent directement ceux de Sofia. « Garde la boîte !» Et alors, elle perdit connaissance. Le son rythmique du moniteur de fréquence cardiaque était la seule musique qui remplissait la suite VIP de l'hôpital durant les 5 derniers jours. VIP, VIP, VIP. Un rythme monotone qui semblait compter le temps qu'il restait à Carmen dans ce monde. Presque une semaine s'était écoulée depuis que la matriarche avait subi un accident vasculaire cérébral la nuit de la fête. Son corps, autrefois imposant et dominant, paraissait maintenant fragile, perdu dans l'épaisse couverture de l'hôpital. Plusieurs tubes étaient reliés à elle, soutenant une vie qui dépendait maintenant entièrement des machines. Sofia essorait une petite serviette trempée d'eau tiède. Avec patience, elle nettoyait le bras de Carmen, qui commençait à enfler à cause de la perfusion. Elle nettoyait entre les doigts de la vieille femme. La même main qui l'avait tant de fois désignée avec dureté reposait maintenant inerte dans la sienne. « Pardonne-moi, maman. L'eau est un peu froide. Le chauffe-eau est en panne, » chuchota Sofia doucement à l'oreille de sa belle-mère, sans savoir si elle pouvait l'entendre. La porte de la chambre s'ouvrit brusquement, rompant le silence sacré. Regina et Isabelle entrèrent en faisant résonner leurs talons sur le sol en vinyle. Leur parfum entêtant remplit la chambre instantanément, surpassant l'odeur des médicaments. « Ouf, quel étouffoir cette chambre! Ça sent la maison de retraite !» se plaignit Isabelle, s'éventant le visage. Elle s'approcha du lit, non pour toucher sa mère, mais pour vérifier sa coiffure dans le reflet de la fenêtre. « Quoi, Isa? Qu'a dit le médecin ?» demanda Regina, assise sur le canapé, occupée à répondre à des messages sur son portable. « Ben, comme d'habitude, pas de changement. Elle est toujours dans un état critique, » répondit Isabelle avec indifférence. « Et, ma sœur, regarde la story que je viens de poster sur Instagram. Le texte est assez triste. Rétablis-toi vite, ma chère maman. Mon monde s'effondre sans toi. Ça rend bien. Non ? » Sofia cessa de nettoyer sa belle-mère. Le sang lui bouillait. « Isabelle, s'il te plaît, baisse un peu la voix. Maman a besoin de repos. » la réprimanda Sofia à voix basse, sans se retourner. « Hé, toi, servante, ne nous donne pas d'ordre, » lança brusquement Regina. « Nous sommes ses filles. Nous avons le droit de dire ce que nous voulons. Ton travail est de rester ici, de nettoyer la saleté de maman et de t'assurer que la perfusion ne se bouge pas. Ne te prends pas pour un médecin. » Sofia se mordit la lèvre inférieure. Elle voulait répondre, mais se contint. C'était inutile. Il ne lui restait plus de force. Depuis que sa belle-mère était entrée à l'hôpital, Sofia avait à peine dormi. C'était elle qui s'occupait d'elle, 24 heures sur 24. Javier devait continuer à donner ses cours, car c'était la période des examens, et il devait chercher des revenus supplémentaires pour les dépenses quotidiennes, car la carte de crédit de sa mère était détenue par Regina. Pendant ce temps, la dévotion de ses belles-sœurs se limitait au contenu des réseaux sociaux. Elles venaient un moment. Elles prenaient une photo en tenant la main de leur mère avec un visage de tristesse feinte. Puis elles s'en allaient manger dans un restaurant de luxe ou faire du shopping. Le matin même, quand Sofia était allée un moment au manoir chercher des vêtements propres pour sa belle-mère, elle était tombée sur une scène désolante. L'armoire de sa belle-mère dans la chambre principale était sans dessus-dessous. La moitié des sacs de marque, normalement exposés dans une vitrine,
avait disparu. Regina et Isabelle avaient déjà commencé à piller les biens de leur mère, avant même qu'elle ne rende son dernier souffle. Sophia vit le châle en soie préféré de sa belle-mère autour du cou de Regina et la montre Rolex en or de sa mère au poignet d'Isabelle. Nous mettons seulement les biens en sécurité pour qu'ils ne soient pas volés par les rats, fut l'excuse de Regina quand Sophia l'attrapa sortant de la chambre de sa mère avec une grande valise. De retour dans la chambre d'hôpital, on entendit soudain un bruit de goutte à goutte, suivi d'une forte odeur d'urine. Apparemment, la poche du cathéter de Carmen s'était rompue, ou la couche pour adulte était si pleine qu'elle avait mouillé les draps. Pouah! C'est quoi cette odeur? Cria hystériquement Isabelle, bondissant loin du lit. Quel dégoût! Regina, appelle une infirmière. Je vais vomir. Où est ce maudit bouton d'appel? Dépêche-toi. Sophia, appuie sur le bouton, ne reste pas là planté, ordonna Regina prise de panique, se bouchant le nez avec le châle en soie volé. Sophia n'appela aucune infirmière. Elle savait qu'elles étaient occupées par une urgence dans la chambre d'à côté. Calmement, elle prit le nécessaire dans l'armoire. Gants en latex, coton, eau tiède et une couche neuve. Laissez, je m'en occupe, dit Sophia d'une voix plate. Ben tiens, bien sûr que tu dois le faire. Ou tu espérais qu'on le fasse. Je viens de me faire la manucure. Je ne vais pas me l'abîmer avec cette cochonnerie, se moqua Isabelle. Et elle sortit rapidement de la chambre suivie de Regina. On t'attend à la cafétéria. Ma sœur, l'air ici est toxique. La porte se ferma. Sophia se retrouva de nouveau seule avec sa belle-mère. Lentement et soigneusement, elle souleva le corps lourd de Carmen pour changer les draps et la nettoyer. Il n'y avait aucune trace de dégoût sur son visage, seulement une profonde compassion. Alors qu'elle nettoyait le dos de sa belle-mère, qui commençait à avoir des escarres à force de rester si longtemps couchée, une larme tomba sur la peau ridée de la vieille femme. « Tu vois, maman ?» chuchota Sophia d'une voix enrouée. « Les filles dont tu étais si fière, à qui tu achetais des sacs à des milliers d'euros, ne supportent même pas ton odeur. Elles ont du dégoût à te toucher. » Sophia se souvint de la lettre à la maison, de la clé d'or et du titre de propriété du domaine qu'elle gardait sous ses vêtements usés. L'ironie était douloureuse. Sophia, à qui apparemment on n'avait rien donné, donnait tout, tandis que celle à qui on avait tout donné ne donnait absolument rien. « Tiens bon, maman, » sanglota Sophia à voix basse, bordant à nouveau sa belle-mère. « Ne pars pas encore. Tu as encore beaucoup à voir. » L'après-midi, Javier arriva avec le visage émacié. Il venait de finir son travail, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il s'assit à côté de Sophia et lui serra la main. « Va te reposer à la maison. Chérie, ce soir, je reste, » dit Javier doucement. « Ce n'est rien. Mon amour, je n'ai pas sommeil. En plus, Regina et Isabelle ne voudront sûrement pas faire la relève demain si je ne suis pas là, » refusa Sophia. Soudain, derrière le rideau qui séparait la chambre, que Regina et Isabelle avaient laissé entr'ouvert en rentrant de nouveau sans bien fermer la porte, on entendit une conversation sérieuse. Regina et Isabelle étaient dans le couloir, parlant avec un homme en costume qui tenait une chemise en cuir. Leur voix était assez forte pour que Sophia, qui était près de la porte, les entende. « Alors, quoi, monsieur le notaire, on peut le faire ou pas ?» pressa la voix de Regina. « C'est compliqué. » « Madame, la propriétaire des biens, en l'occurrence votre mère, est inconsciente. Légalement, elle ne peut pas signer ni donner son consentement pour une vente, » répondit la voix de l'homme,
qui semblait être le notaire de la famille. « Ah, que vous êtes strict !» l'interrompit Isabelle avec impatience. « Ma mère n'en a plus pour longtemps. Le médecin dit que c'est une question de jours. Nous avons besoin de l'argent tout de suite pour payer la facture de l'hôpital, qui est hors de prix. Devons-nous attendre qu'elle meure pour pouvoir vendre la maison ?» Le cœur de Sophia s'arrêta un instant. Vendre la maison? Le manoir où il vivait? Mais, Madame Regina, Madame Isabelle, à ce que je sache, votre mère gardait l'acte de la maison dans son coffre-fort personnel. Et personne ne sait où se trouve la clé, dit le notaire avec doute. Ben, justement pour ça, s'exclama Regina frustrée. Nous avons fouillé toute la maison, l'armoire de maman. Mais la clé n'apparaît pas. Elle l'a sûrement cachée dans un endroit secret. Ne pourriez-vous pas rédiger un pouvoir de vente unilatéral en utilisant l'empreinte de maman? Maintenant qu'elle est ainsi endormie, nous vous donnerons une bonne commission. Bien sûr. Sophia se couvrit la bouche. Son corps tremblait en entendant un plan aussi méprisable. Elle comptait falsifier l'empreinte digitale de leur mère dans le coma pour vendre la maison. « Je ne m'y risque pas pour la maison principale, mesdames. Le risque d'aller en prison est trop élevé, » refusa fermement le notaire, « à moins qu'il n'y ait un autre bien dont l'acte ne serait pas en possession de votre mère, ou un testament désignant un exécuteur avant son décès. »« Il n'y a pas de testament ni rien de tout ça, » lança Regina. Maman était incroyablement radine. Elle ne faisait jamais confiance à personne. « Attends !» La voix d'Isabelle résonna soudain. Son ton changea, plein de suspicion. « Ma sœur, tu te souviens de la fête d'anniversaire ? Maman a donné cette boîte à chaussures à Sophia. Elle a dit que dedans il y avait des ordures, mais maintenant que j'y pense, et si ce n'était pas des ordures ?» Il y eut un silence dans le couloir. Sophia sentit le sang se glacer dans ses veines. « Impossible !» répliqua Regina, bien que sa voix parût dubitative. Cette boîte était pleine de poussière et contenait une pierre. Nous l'avons vue nous-mêmes. Mais nous n'avons pas vu ce qu'il y avait au fond. Sophia l'a emporté tout de suite, insista Isabelle, faisant monter la tension. Et si nous fouillions leur pavillon maintenant, en profitant du fait que Sophia et Javier sont coincés ici à l'hôpital à soigner maman, si la clé est là-bas, ce soir même, nous nous emparons de tout. Sophia se tourna rapidement vers Javier. Le visage de son mari était aussi pâle que la cire. Le pavillon n'avait pas de double verrou et celui de l'armoire de Sophia était cassé. Si elles y allaient, maintenant, elles trouveraient l'acte du domaine et la clé d'or en quelques minutes. « Cours, Javier, vite !» chuchota Sophia, poussant son mari par le dos avec panique. « Ne les laisse pas arriver avant toi au pavillon, sauve la boîte. S'il le faut, prends tous nos documents importants et sors de cette maison maintenant. » Javier acquiesça, le visage tendu. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais de la dernière mission de sa mère mourante. Sans rien dire de plus, il sortit en courant par le couloir de l'hôpital. Il franchit la sortie et accéléra sur sa vieille moto à travers le trafic de l'après-midi. Une course contre la montre et peut-être contre la voiture de luxe de ses sœurs. Si elles étaient assez folles pour quitter l'hôpital pour fouiller sa maison. Quand Javier partit, Sophia retourna près du lit. La respiration de sa mère était de plus en plus lourde et saccadée. Un bruit de gargouillis, celui des fluides dans la gorge qui annonce la faim, commença à se faire entendre. « Maman !» Sophia serra la main de sa belle-mère, qui commençait à refroidir. « Javier est en train de sauver ce que tu m'as confié. Je suis là. Maman, je t'accompagne. »
comme si elle entendait la voix de Sofia. Les paupières de Carmen bougèrent lentement. Ses yeux s'ouvrirent un peu. Voilés et troubles, il n'y avait plus de traces de ce regard acéré et intimidant, seulement de la résignation. Elle regarda Sofia et ses lèvres bougèrent très lentement, sans émettre de son. Mais Sofia put lire le mouvement de ses lèvres. « Merci. » Une larme tomba du coin de l'œil de sa belle-mère, parcourut ses rides et atterrit sur l'oreiller. Soudain, le moniteur cardiaque émit un bip aigu. La ligne qui montait et descendait faiblement auparavant devint une ligne droite, longue et terrifiante. « Docteur! Infirmière !» cria Sofia. Bien que son cœur sût qu'il était déjà trop tard, l'équipe médicale entra en trombe. Ils pratiquèrent la réanimation cardio-pulmonaire, lui injectèrent de l'épinéphrine. Sofia se retira dans un coin de la chambre. Son corps glissa jusqu'au sol. Elle vit le corps de sa belle-mère se convulser sous la réanimation. Mais elle savait que l'âme de cette femme formidable était déjà partie. La porte de la chambre s'ouvrit d'un coup. Regina et Isabelle entrèrent à bout de souffle. Apparemment, elles n'étaient pas allées bien loin quand elles avaient entendu l'annonce du code bleu par les haut-parleurs du couloir. « Maman !» cria Regina. Cette fois, son cri sonnait plus comme de la panique à l'idée de perdre l'occasion de parler de l'héritage que par la perte de sa mère. Le médecin arrêta le massage cardiaque. Il regarda l'horloge au mur, puis les deux filles, avec un visage affligé. « Je suis désolé, mesdames. Nous avons fait tout notre possible. La patiente est décédée à 17h45. Le monde sembla s'arrêter. Il y eut un moment de silence. Puis, les pleurs de Regina et Isabelle éclatèrent. Mais aux oreilles de Sofia, ils sonnaient faux. « Maman, pourquoi es-tu partie sans signer les papiers ?» gémit Isabelle sans s'en rendre compte, avant que Regina ne lui donne un coup de coude dans les côtes. « Je veux dire, pourquoi es-tu partie si tôt ?» se corrigea Regina, pleurant hystériquement tout en embrassant les jambes du cadavre de sa mère. Elle se tourna vers Sofia, qui était toujours assise au sol, et la foudroya du regard. « Tout cela est de ta faute, c'est toi qui étais de garde. Sûrement que tu l'as empoisonnée ou que tu n'as pas appelé le médecin exprès quand elle a empiré. » Sofia ne répondit pas. Elle était trop épuisée. Elle baissa simplement la tête et laissa passer la calomnie. Dans son cœur, elle pria. « J'espère que Javier est déjà arrivé à la maison. » 2 jours plus tard, la terre rouge du cimetière était encore humide. Les fleurs éparpillées étaient encore fraîches. Mais les larmes de crocodile de Regina et Isabelle avaient séché avant même d'arriver à la porte de la maison. Les funérailles furent luxueuses, avec l'assistance de centaines de personnes. Regina et Isabelle furent occupées à recevoir les condoléances, se positionnant comme les filles les plus affligées. Javier, les yeux gonflés d'avoir pleuré pour de vrai, resta en silence aux côtés de Sofia. Dès que le corbillard de la famille arriva au manoir, un grand camion de déménagement était déjà garé à l'entrée. Plusieurs hommes costauds en uniforme noir gardèrent la porte, qui était fermée par une grosse chaîne. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Sofia, confuse en descendant de la moto de Javier. On ne leur avait pas permis d'aller dans la même voiture que Regina et Isabelle. Regina descendit de sa Mercedes noire, portant encore de grandes lunettes de soleil et une robe noire de créateur. Elle s'approcha de Sofia et Javier, le menton levé. Isabelle était à ses côtés, les bras croisés. « À partir de cet instant, » dit Regina à voix haute, sa voix résonnant dans la rue tranquille du complexe résidentiel. « Cette maison est confisquée par les héritières légitimes, c'est-à-dire
Isabelle et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Regina? Javier fit un pas en avant, commençant à perdre son sang-froid. Je suis aussi le fils de maman. Je suis aussi héritier. Un fils inutile ne compte pas, le coupa Isabelle avec cynisme. En plus, nous avons déjà consulté le notaire. L'acte de cette maison est au nom de maman. Et comme elle est décédée sans testament officiel enregistré, il passe automatiquement à ses enfants. Mais comme tu es le seul garçon et que tu devrais être responsable, mais qu'au lieu de cela, tu n'as été qu'une charge, nous avons décidé de mettre ce bien en sécurité avant que toi et ton astucieuse femme ne le vendiez en secret. « Vous êtes folle » siffla Javier. « Nous venons d'enterrer maman. »« Précisément, » lança Regina. Avant que l'esprit de maman ne s'inquiète en voyant sa belle-fille nécessiteuse s'emparer de sa maison, nous vous mettons dehors les premiers. Nous avons déjà sorti toutes vos affaires du pavillon. Regina désigna le trottoir. Là, empilés, il y avait de grands sacs poubelles noirs qui contenaient les vêtements de Sofia et Javier, certains de leurs modestes meubles, comme un ventilateur et un cuiseur à riz, avaient été jetés sans ménagement, se brisant dans le processus. « Prenez vos ordures et fichez le camp d'ici, et ne remettez pas les pieds dans cette maison, à moins de pouvoir payer le loyer. » les chassa Isabelle avec un rire moqueur. « Vous n'en avez pas le droit !» cria Sofia. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues en voyant ses vêtements éparpillés sur l'asphalte sale. « Sécurité, sortez ces gueux d'ici !» ordonna Regina aux hommes costauds. Deux des gardes s'avancèrent et poussèrent brusquement Sofia et Javier, les faisant reculer jusqu'à la chaussée. L'imposante porte en fer se ferma avec fracas. Blâme. Le son de la chaîne que l'on verrouille fut douloureux. Derrière la grille, Regina et Isabelle firent au revoir de la main avec un sourire de victoire. Puis entrèrent dans leur palais, laissant leur propre frère jeté à la rue comme un mendiant. Le ciel nuageux de l'après-midi commença à laisser tomber une bruine, comme s'il pleurait devant une telle injustice. Sofia ramassa ses vêtements éparpillés avec des mains tremblantes. Elle se sentait anéantie. Il n'avait nulle part où aller. Le salaire de Javier ce mois-là avait été dépensé pour les funérailles de sa mère. Un geste que ses sœurs n'avaient pas apprécié. « Javier, où allons-nous aller ?» sanglota Sofia, serrant sa robe tachée de boue. Javier s'agenouilla à ses côtés, l'aidant à mettre les vêtements dans les sacs en plastique. Son visage était mouillé par la pluie, mais ses yeux montraient une étrange sérénité. « Chérie !» l'appela-t-il à voix basse. Il glissa sa main dans le sac à dos râpé qu'il avait porté avec lui tout le temps, sans le lâcher même au cimetière. « Quand tu m'as dit de courir depuis l'hôpital ?» Javier ouvrit légèrement la fermeture éclair du sac à dos. À l'intérieur, protégé de la pluie et de la boue, enveloppé soigneusement dans plusieurs couches de plastique, apparaissait la familière vieille boîte à chaussures. « Je suis arrivé juste à temps avant qu'elle ne change la serrure du pavillon, » chuchota Javier, sa voix grave tremblant d'émotion. « Elle croit qu'elles nous ont tout pris. Elle croit que nous n'emportons que des ordures. » Javier regarda l'imposante porte du manoir, maintenant fermée pour eux, d'un regard froid. « Allons-nous-en, Sofia. Laissons-les se battre pour les miettes dans cette maison. » Javier tapota le sac à dos. « Nous rentrons à la maison, dans notre véritable palais. » Une pluie torrentielle tombait sur la sierra, camouflant les larmes qui avaient mouillé les joues de Sofia. La vieille moto de Javier vrombissait avec difficulté alors qu'elle montait la route sinueuse et glissante, enveloppée de brouillard. Ils étaient trempés, le froid pénétrait jusqu'aux os, mais le feu qui brûlait dans leur poitrine rendait le froid insignifiant.
Ils s'arrêtèrent devant une haute et vieille grille en fer, presque couverte par la broussaille. Des plantes grimpantes couvraient la plaque avec le nom du domaine, déjà rouillé, laissant voir des lettres effacées. Domaine L'Espérance. C'est ici, Javier? Demanda Sofia, grelottant de froid. Elle descendit de la moto, ses pieds s'enfonçant dans la boue. Javier acquiesça, essuyant la pluie de son visage. Il mit la main dans la poche de sa veste et sortit la grande clé d'or de la boîte à chaussures, qu'il avait gardée en sécurité dans un sac en plastique sur sa poitrine. Ce n'était pas la clé de la grille, mais celle de la porte principale. Pour la grille, il suffit à Javier de chercher dans une cachette secrète derrière un pilier de pierre. Une cachette que son défunt père lui avait apprise quand il était enfant. Effectivement, la clé du cadenas rouillé de la grille était là. Clic. La grille s'ouvrit avec un grincement plaintif, comme si elle languissait depuis des décennies d'être ouverte. Ils firent entrer la moto. Derrière la broussaille négligée se dressait une maison majestueuse, mais lugubre de style colonial. La peinture blanche s'écaillait. Les fenêtres étaient couvertes d'une épaisse couche de poussière. Et le porche était plein de feuilles mortes. Ce n'était pas le luxueux domaine prêt à être habité que l'on imaginerait. Cela ressemblait plutôt à une maison hantée. « Maman n'a jamais rénové cet endroit depuis la mort de papa », murmura Javier. Les gens pensent que c'est un bâtiment abandonné. Mais Sofia ressentit quelque chose de différent. Derrière la pénombre, elle vit de la solidité. Les piliers étaient grands et forts. L'architecture, élégante. C'était un géant endormi. Ils montèrent sur le porche. Les mains de Javier tremblaient en introduisant la clé d'or dans la serrure de la porte principale, faite de bois de teck sculpté, aussi épaisse qu'une main. Clic! Elle s'adapta parfaitement. La clé fit tourner le mécanisme intérieur, complexe, avec douceur, comme si elle avait été huilée la veille. Les lourdes doubles portes s'ouvrirent. Une odeur de vieux bois, de cire et de souvenirs du passé les enveloppa. Sofia alluma la lampe torche de son portable, car il n'y avait pas d'électricité. La lumière balaya la pièce et Sofia en eut le souffle coupé. Incroyable! À la différence de son extérieur fantomatique. L'intérieur du domaine était parfaitement conservé. Tout était couvert de drap blanc. Les canapés, la longue table de la salle à manger, les statues, même le gigantesque lustre en cristal au plafond. Il y avait de la poussière, certes, mais sous ces draps, des meubles de qualité muséale étaient parfaitement conservés. Le sol n'était pas fait de carreaux normaux, mais de marbre italien d'une seule pièce, froid et brillant. « Javier, c'est… » Sofia ne pouvait plus parler. Le manoir pour lequel Regina et Isabelle se battaient n'était rien comparé à la majesté de ce lieu. « Allons au bureau de papa », l'incita Javier. Ses pas étaient maintenant plus fermes. « D'après la lettre de maman, le coffre-fort est là-bas ?» Ils marchèrent dans un long couloir orné de vieux tableaux. Au bout du couloir se trouvait une robuste porte en chêne. La pièce sentait le tabac et le vieux papier. Au centre, un imposant bureau en acajou. Javier s'agenouilla derrière le bureau et ouvrit un panneau en bois caché dans le mur, tel qu'il s'en souvenait de son enfance. Là était encastré un énorme et ancien coffre-fort en fer. La combinaison. Javier tenta de se la rappeler. La date de naissance de maman. Ses doigts firent tourner les chiffres du cadran. Clic, clic, clic. La poignée en fer tourna pesamment.
La porte du coffre-fort s'ouvrit. Sophia s'approcha, éclairant l'intérieur avec la torche. Ses yeux s'écarquillèrent. Sur l'étagère supérieure, des liasses de billets, en euros et en dollars, attachées avec des élastiques, comme si elles venaient d'être placées là. La quantité était probablement suffisante pour acheter une voiture neuve au comptant. Sur l'étagère du milieu, des lingots de métaux précieux, pas des grammes, mais des kilos, de l'or pur qui brillait, se moquant des bijoux plaqués que Regina et Isabelle arboraient à la fête. Et sur l'étagère inférieure, une pile de chemises épaisses. Sophia prit la première avec une main tremblante. Elle la lut. Certificat de dépôt à terme, action majoritaire, documentation de voitures de luxe que le père avait collectionnées et qui étaient gardées dans le garage souterrain du domaine. Sophia se laissa tomber sur l'épais tapis. Elle éclata de nouveau en sanglots, mais cette fois ce n'était pas un cri de tristesse, c'était un cri de libération, le cri de victoire, le cri d'une épouse qui voyait la dignité de son mari restituée. « Javier », sanglota Sophia, soulevant un lingot d'or d'1 kilo. « Elles nous ont jetés avec ce que nous portions sur le dos, mais ta mère nous a légué un royaume. » Javier s'assit à ses côtés et la serra fort. Il pleura en silence. Maman le savait, chérie. Elle savait parfaitement comment étaient mes sœurs. Elle savait qu'elle nous jetterait. C'est pour cela qu'elle nous a préparé un canot de sauvetage bien plus luxueux que le navire qui coulait. Sophia essuya ses larmes brusquement. La tristesse de son visage s'évanouit lentement, remplacée par une nouvelle expression que Javier n'avait jamais vue auparavant. Un visage dur, froid et calculateur. Le visage d'une femme fatiguée d'être piétinée. « Javier, allume le générateur à l'arrière, » ordonna Sophia soudainement, sa voix ferme. Il n'y avait plus trace de doute. « Pourquoi faire, chérie ? » ?»« Nous n'allons pas dormir dans l'obscurité ce soir. Nous allons allumer tous ces lustres. Nous allons chauffer cette maison. » Sophia se leva, secouant la poussière de sa robe. Elle s'approcha du bureau et prit un petit carnet noir qui se trouvait parmi les liasses d'argent. Le titre disait « Carnet de dettes des enfants ». Sophia ouvrit la première page, ses yeux se rétrécissant pour lire la calligraphie soignée de sa belle-mère. Regina. Prêt sur l'acte de la maison principale pour cautionner la dette de sa boutique. Échéance le mois prochain. Isabelle. Près de 2 millions en espèces pour les dettes de jeu de son mari. En attente de paiement. Un sourire tordu se dessina sur les lèvres de Sophia. Un sourire terrifiant. « Il s'avère » murmura Sophia à voix basse en tapotant du doigt l'index sur le carnet noir. « Qu'elles ne nous ont pas jetés d'un palais. Javier, elles ne nous ont jetés d'un navire qui coule. » Sophia se tourna vers Javier. Ses yeux brillaient sous la lumière de la torche. « Allume le générateur, mon amour, et demain matin, appelle le meilleur avocat de la ville. Nous allons commencer à encaisser ce qui est à nous. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit de l'expulsion. Pour le monde extérieur, Sophia et Javier avaient disparu de la surface de la terre. Aucun voisin ne savait où était passé ce couple de parasites. Regina et Isabelle ne s'en souciaient pas non plus. Pour elles, la disparition de Sophia et Javier était une bénédiction qui nettoyait le manoir de nuisibles gênants. Mais ce qu'elles ne savaient pas, c'est que, derrière la grille rouillée du domaine L'Espérance, cachée par la broussaille, une révolution silencieuse était en cours. Ce matin-là, Sophia était assise dans le fauteuil en cuir du bureau de son beau-père, maintenant impeccablement propre. Il n'y avait plus de robe râpée ni de mouchoir décoloré. Sophia portait un élégant blazer en soie de couleur crème.
un des anciens vêtements de sa belle-mère, qu'elle gardait dans l'armoire du domaine, et qui lui allait parfaitement. Son visage, autrefois mélancolique, irradiait maintenant une aura froide et intimidante. Face à elle était assis un homme d'un certain âge, avec des lunettes épaisses, qui regardait la pile de documents sur la table, la bouche légèrement entr'ouverte. C'était Monsieur Duran, un avocat de prestige et homme de confiance du défunt beau-père, que Regina avait licencié car il était trop strict et incorruptible. Incroyable! Murmura Monsieur Duran, secouant la tête avec étonnement. Il tenait le petit carnet noir de la belle-mère. Je connais votre mère depuis des décennies, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle soit si astucieuse pour attraper les rats de sa propre maison. Ces documents sont-ils valables devant la loi, monsieur Duran? Demanda Sophia avec calme, tenant avec élégance une tasse en porcelaine. Plus que valable, madame Sophia, répondit monsieur Duran avec fermeté. Ce carnet n'est pas un simple journal. C'est une compilation de virements bancaires et de reconnaissances de dettes signées devant notaire par Regina et Isabelle. Légalement, la dette totale qu'elles ont envers leur mère dépasse de loin la valeur de l'héritage qu'elles devraient recevoir. Monsieur Duran ouvrit une autre page, celle du testament de la boîte à chaussures. Et ce testament, bien qu'écrit à la main, ayant été trouvé à côté de la clé et des actifs et appuyé par ces clauses de dette, est une preuve irréfutable que votre mère vous a nommée exécutrice testamentaire unique. Votre mère a délibérément laissé Regina et Isabelle se sentir victorieuses en occupant la maison, alors qu'en réalité, elles occupent un bien qui ne leur appartient plus, car leur droit sur celui-ci s'est éteint par leur dette. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Sophia. « Alors, quelle est notre prochaine étape ?»« Nous n'avons pas besoin d'une attaque frontale, » sourit M. Duran avec ruse. Un sourire qui indiquait qu'il était prêt pour la bataille. Laissons-les se noyer dans leur propre style de vie. Ce matin, j'ai bloqué l'acte du manoir au registre de la propriété, invoquant un litige successoral et présentant la preuve de propriété originale que vous détenez. Ainsi, si elles tentent de vendre la maison, elles se heurteront à une impasse, compléta Sophia. Exactement. Pendant ce temps, au manoir, l'ambiance festive avait fait place à la panique. Regina hurlait au téléphone dans le salon. Son visage était rouge, une sueur froide perla sur son front maquillé. « Comment ça? L'acte ne peut pas être traité, c'est l'acte original. Je l'ai sorti moi-même du coffre-fort de maman, » criait-elle dans son téléphone. À l'autre bout de la ligne, le notaire de l'acheteur potentiel semblait agacé. « Je suis désolé, Madame Regina. Le registre de la propriété a rejeté la vérification de l'acte. Dans le système, il apparaît que l'acte physique que vous possédez a été déclaré perdu par la propriétaire originale, votre mère, il y a 3 ans, et qu'un duplicata avec un nouveau numéro de série a été émis. Par conséquent, ce que vous avez n'est que du papier sans valeur. » Quoi? Impossible, c'est de la folie. Regina jeta le téléphone sur le canapé. Elle avait un besoin urgent d'argent. Sa boutique était harcelée par les fournisseurs et elle espérait que la vente de la maison comblerait le trou. Isabelle descendit du 2e étage, non moins pâle. « Ma sœur, la banque dit que le compte principal de maman, celui que nous utilisions, a été gelé par un tiers. Nous ne pouvons pas retirer un seul centime. » « Qui l'a gelé? »« Nous sommes les héritières !» cria Regina, frustrée. « Je ne sais pas. Ils disent qu'un représentant légal a demandé le blocage des avoirs. »
Isabelle commença à pleurer. Ma sœur, qu'allons-nous faire? Demain, je dois payer ma part du groupe d'investissement en diamants. C'est 50 000 euros. Si je ne paie pas, je serai humiliée devant toutes mes amies. Regina se massa les tempes. La situation s'était renversée trop vite. Quelques semaines plus tôt, elle se sentait comme des reines. Maintenant, elles étaient comme des rats piégés dans un labyrinthe sans issue. La maison ne pouvait être vendue. Les comptes étaient gelés et leurs créanciers personnels commençaient à frapper à la porte. Ça doit être une erreur du système, murmura Regina, niant la réalité. Nous devons découvrir qui est le fou qui a osé bloquer notre fortune. Soudain, on sonna à la porte. Un coursier avec un uniforme impeccable se tenait à la porte avec une épaisse enveloppe marron portant l'entête d'un prestigieux cabinet d'avocats, Duran et associés. Un pli pour Madame Regina et Madame Isabelle, dit aimablement le coursier. Oh! Regina lui arracha l'enveloppe. Son cœur battait avec force. Elle brisa le sceau avec des mains tremblantes. Isabelle regarda par-dessus son épaule. À l'intérieur, ce n'était pas une simple mise en demeure. C'était une photocopie du petit carnet noir qu'elle connaissait aussi bien, le carnet de dettes que leur mère portait toujours avec elle. Sur la première page, une lettre officielle dont le contenu fit flageoler les genoux de Regina. Objet: notification d'exécution de biens pour apurement de dettes. Par la présente, agissant au nom de notre cliente, Madame Sophia, en tant qu'exécutrice testamentaire légitime de la défunte Madame Carmen, nous vous notifions que l'intégralité de la dette contractée par vous, Madame Regina et Madame Isabelle, envers la défunte, telle que détaillée en annexe, est arrivée à échéance. Étant donné que vous n'avez pas montré de bonne foi et qu'au contraire, vous avez tenté de vendre un bien litigieux, notre cliente vous accorde un délai de 72 heures pour évacuer la propriété principale, qui sera utilisée pour solder une partie de ladite dette. Si, passé ce délai, vous n'avez pas évacué la propriété, nous engagerons des poursuites pénales pour les délits de détournement de biens et occupation illégale. Les yeux de Regina s'exorbitèrent en lisant le nom de l'amendante. Sophia, siffla-t-elle, avec une voix étranglée dans la gorge. Le papier lui tomba des mains. Ma sœur, c'est une blague, n'est-ce pas? Isabelle secoua le bras de sa sœur. Son visage était aussi pâle qu'un cadavre. Cette Cendrillon, maintenant c'est notre patronne. Avant que Regina ne puisse répondre, son portable vibra de nouveau. Une notification de message. Ce n'était pas de la banque, ni du notaire, mais d'un numéro inconnu dont la photo de profil était une fleur de lotus, la même que Sophia utilisait. Regina ouvrit le message avec des doigts tremblants. C'était bref, mais suffisant pour faire s'écrouler son monde. Qu'est-ce que ça fait de recevoir un cadeau de ma part, ma belle-sœur? Ah, au fait, n'oublie pas d'emporter aussi la brosse de toilette usagée de la salle de bain. Ce serait dommage de la laisser. Le manoir, normalement silencieux, était maintenant une fourmilière. Regina et Isabelle, dans leur désespoir, avaient eu recours à leur dernier atout, appelé la cavalerie. Elles avaient invité toute la famille, oncles, tantes et cousins éloignés, pour créer un récit où Sophia et Javier étaient les méchants. Elles ont falsifié la signature de maman pendant qu'elle était dans le coma, criait Regina au milieu du salon. Ses larmes de crocodile coulant à flots, elle désignait la porte principale, dramatisant la situation devant l'oncle Dario, le frère aîné de sa mère. On veut nous jeter, nous, les filles de sang. Oncle, imagine, la chair de sa chair expulsée, tandis qu'une étrangère veut s'emparer de cette maison.
Oui, ma tante, ajoutait Isabelle, sanglotant sur l'épaule de sa tante Monica. Cette Sophia utilise la magie noire. Elle a ensorcelé maman pour qu'elle lui laisse l'héritage. Nous devons nous battre, ma tante. Nous ne pouvons pas permettre que le patrimoine familial tombe entre les mains d'une domestique. L'ambiance chauffa. Des chuchotements d'indignation commencèrent à se faire entendre. La famille, qui ignorait la vérité, commençait à croire aux mensonges. Soudain, le doux mais puissant rugissement d'un moteur se fit entendre à l'entrée. Tout le monde se pencha à la fenêtre. Ce n'était pas la vieille moto de Javier, mais une berline Mercedes-Benz noire classique, le joyau de la collection du défunt père, qui n'avait pas été vu depuis des années, caché dans le garage secret du domaine. La porte de la voiture s'ouvrit. Javier sortit du siège conducteur, vêtu d'une chemise élégante qui lui donnait un air d'autorité bien différent du frère cadet et faible que tous connaissaient. Il fit le tour et ouvrit la porte passager. Sophia descendit. Un silence de mort se fit. Sophia portait un tailleur pantalon blanc ivoire qui enveloppait sa silhouette avec élégance. Il ne restait plus rien de Sophia. La Cendrillon. L'aura qui émanait d'elle était si froide et tranchante que la tante Monica, qui était sur le point de l'insulter, en resta sans voix. Derrière eux, M. Duran et 2 agents de police marchaient d'un pas ferme. « Comment oses-tu venir ici avec la police ?» Regina se précipita vers elle, pointant le doigt vers le nez de Sophia. « Tu viens pour te pavaner? Pour nous menacer ?» Sophia écarta la main de Regina avec un geste doux mais ferme. Elle ne s'adressa pas à Regina, mais regarda directement l'oncle Dario et les autres aînés de la famille. « Veuillez m'excuser pour mon retard. Mes oncles, j'ai entendu dire qu'il y avait une réunion de famille. Je m'en réjouis. Ainsi, je n'aurai pas à me donner la peine d'envoyer des invitations pour le spectacle d'aujourd'hui. Surveille tes paroles, Sophia, cria Isabelle. Rends-nous l'acte que tu as volé. Volé? Sophia sourit de côté. Elle fit un signe à M. Durand. Le vieil avocat s'avança. Il posa une mallette sur la table du salon et l'ouvrit avec un clic sonore. Elle ne contenait pas d'argent, mais une pile de documents et un mini-projecteur qu'il pointa vers un mur blanc. « S'il vous plaît, soyez attentifs, » dit M. Duran d'une voix neutre. La première image apparut. Un enregistrement de la caméra de sécurité de la chambre d'hôpital de Carmen. La date et l'heure étaient clairement visibles. Tout le monde resta bouche bée sur l'écran. On voyait clairement Regina et Isabelle fouiller le sac à main de leur mère, dans le coma, prendre la carte de crédit et rire tout en planifiant de vendre la maison avant qu'elle ne meure. L'audio était net. Il s'est avéré que Carmen avait installé une caméra cachée dans son propre sac. Un fait que Sophia a découvert grâce aux notes qu'elle a trouvées au domaine. Laisse Sophia nettoyer les saletés de maman. Nous nous concentrons sur la mise en sécurité des biens. La voix de Regina, dans l'enregistrement, sonnait incroyablement cruelle. Le visage de Regina devint blanc comme du papier. L'oncle Dario se leva, ses yeux furieux fixés sur sa nièce préférée. « Regina, est-ce vraiment toi? Est-ce... C'est un montage. Mon oncle, un deepfake ?» balbutia Regina, prise de panique. « Un montage !» la coupa Sophia. « Et ça ?» L'image changea. Elle montrait maintenant un relevé bancaire. « Voici la preuve des virements mensuels que maman vous a fait au cours des 5 dernières années. Maman a transféré un total de 2 millions sur le compte de Regina pour sa boutique et 1,5 million à Isabelle pour les travaux de sa maison. Tout figure sous l'intitulé « Prêt » dans le libellé du virement. Et nous avons votre signature numérique sur chaque reçu.
expliqua Sophia à voix haute. Sophia sortit le petit carnet noir de son sac et le leva. Maman a noté chaque centime que vous lui avez pris. Vous n'êtes pas des héritières. Vous êtes des débitrices moroses, des parasites qui ont dévoré votre mère jusqu'à l'os. Mensonge, cria Regina hystériquement, incapable de supporter les regards de dégoût de sa famille. Elle s'élança en avant, la main levée pour gifler Sophia. « Sas !» La main de Regina s'arrêta en l'air, fermement tenue par Javier. Il regarda sa sœur avec une intensité qui la fit se recroqueviller. « Assez. Regina, ne touche plus jamais à ma femme. Avant, je me taisais par respect, parce que vous étiez mes sœurs. Mais maintenant, vous n'êtes plus que deux étrangères malveillantes. » Javier lâcha la main de Regina avec une telle force qu'elle vacilla et tomba assise sur le canapé. « D'après l'audit, continua M. Durand comme si de rien n'était, la valeur de votre dette dépasse la valeur de cette maison. Par conséquent, légalement, vous n'avez droit à aucun carreau. Cette maison appartient maintenant à Sophia et Javier, en compensation des pertes patrimoniales de leur mère. » Sophia s'approcha de Regina et d'Isabelle, qui se blottissaient maintenant terrorisées. Elle mit la main dans son sac et en sortit quelque chose. Ce n'était pas une lettre ni un document, mais un sac poubelle noir. Elle le jeta à Regina exactement comme sa belle-mère lui avait jeté la boîte à chaussures. « Emballez vos affaires personnelles, vêtements, maquillage et vos sacs de contrefaçon. Je vous donne 1 heure. » dit Sophia avec froideur. « Quoi? Des sacs de contrefaçon ?» Isabelle la regarda avec des yeux exorbités. « Oh, vous ne le savez pas encore. » Sophia rit sous cape, un rire victorieux, mais douloureux. « Vérifiez les certificats des diamants et du sac Hermès que maman vous a offert lors de la fête. Ce sont tous des contrefaçons de haute qualité qu'elle a achetés sur un marché. Maman savait que seules les apparences comptaient pour vous, alors elle vous a donné de fausses apparences pour des filles fausses. » Isabelle se précipita pour ouvrir son sac et sortir le certificat de ses diamants. L'oncle Dario, qui était expert en gemmes, le lui arracha, le regarda et renifla avec dédain. « C'est du toc, Isabelle. Les diamants sont des oxydes de zirconium, du cristal. » Le cri d'Isabelle fut assourdissant. C'était la destruction totale. Son orgueil, sa richesse, son statut social. Tout s'écroula en quelques secondes, devant toute sa famille. « La police supervisera vos bagages, » conclut Sophia, en leur tournant le dos. « Dans 1 heure, les serrures seront changées. Quiconque restera à l'intérieur sera considéré comme un intrus. » Regina pleurait et suppliait l'oncle Dario, mais il lui tourna le dos. Les autres oncles et tantes commencèrent à partir avec des visages déçus, laissant Regina et Isabelle seules dans leur humiliation. Sophia sortit sur le porche, respirant l'air frais de l'après-midi. Derrière elle, les sanglots de regret de ses belles-sœurs résonnaient comme la musique finale d'un long et épuisant drame. Javier la rejoignit et l'entoura de son bras. « Es-tu satisfaite, chérie ?» Sophia regarda le ciel orangé du coucher de soleil. « Il ne s'agit pas de satisfaction. Javier, il s'agit de justice pour ta mère. » Au moment où ils allaient vite monter en voiture, un coursier arriva en toute hâte. Il remit un petit paquet à Sophia. « Madame Sophia, un colis urgent de l'hôpital. » Sophia fronça les sourcils. « De l'hôpital ? Qui pouvait envoyer quelque chose de là-bas ?» Elle ouvrit le colis. Il contenait une clé USB et une note écrite à la main par une infirmière. « Madame Sophia, voici la dernière commande de la défunte Madame Carmen. Nous l'avons trouvée cachée dans son oreiller juste avant qu'elle n'entre dans le coma.
Elle nous a demandé de ne vous le remettre que lorsque la maison principale reviendrait entre vos mains. Le cœur de Sophia se remit à battre avec force. Quelle autre surprise maman nous avait-elle réservée? L'écran de l'ordinateur portable, dans le bureau du domaine L'Espérance, était la seule source de lumière dans la pénombre. Sophia et Javier étaient assis l'un à côté de l'autre, retenant leur respiration pendant qu'ils cliquaient sur l'icône de la vidéo. Le visage de sa belle-mère apparut. La vidéo semblait avoir été enregistrée quelques mois avant qu'elle ne tombe gravement malade. Elle était assise dans son rocking chair préféré sur le porche arrière, avec une simple robe de maison, la même que Regina critiquait toujours pour son aspect paysan. Sur la vidéo, Carmen paraissait en meilleure santé, mais son regard révélait une profonde tristesse. « Bonjour, mes chers enfants. Javier et Sophia. » La voix de Carmen, brisée, sortit des haut-parleurs, faisant éclater Javier en sanglots instantanément. « Si vous regardez ceci, cela signifie que mon plan de la boîte à chaussures a fonctionné. Ah, cela signifie que la maison est revenue entre de bonnes mains et que vos sœurs cupides ont reçu leur leçon. » La Carmen de l'écran soupira profondément, son regard perdu dans le jardin. « Pardonnez-moi. Pardonnez-moi d'avoir été si stricte, si désagréable, et de ne pas vous avoir estimé. Surtout toi, Sophia. Tu as dû te sentir très blessée chaque fois que je critiquais ta cuisine ou que je te lançais des paroles blessantes. » Sophia se couvrit la bouche de sa main. Ses sanglots commençaient à se faire entendre. « Je l'ai fait non parce que je te détestais, mais parce que j'entraînais ton caractère. Je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps, et je connaissais parfaitement la nature de Regina et d'Isabelle. Elles sont comme des louves. Si je t'avais gâtée, elles t'auraient dévorée vivante quand je ne serais plus là. Je devais te rendre forte, résistante, habituée à avaler des clous. » La femme de la vidéo approcha son visage de la caméra. Son regard devint incroyablement tendre, un regard qu'elle ne leur avait jamais montré en personne. « La boîte à chaussures, je l'ai choisie parce qu'elle vous symbolise. À l'extérieur, sale, piétinée, sans valeur. Mais à l'intérieur, elle contenait de l'or pur, tandis que Regina et Isabelle sont comme des écrins en velours, beaux à l'extérieur, mais vides à l'intérieur. L'or et les sacs que je leur ai donnés lors de la fête étaient tous faux. Je les ai achetés sur un marché. Je voulais qu'elles apprennent qu'une vie construite sur de fausses apparences ne dure pas. Mais je sais qu'elles ne s'en rendront pas compte avant de se voir dans la misère. Javier, prends soin de ton épouse. C'est une femme exceptionnelle. Et Sophia, merci d'avoir nettoyé mon urine sans ressentir de dégoût. Ce fut l'or le plus précieux que j'ai jamais reçu. Profitez de cet héritage, pas pour le gaspiller, mais pour reconstruire l'honneur de notre famille. Je vous aime. La vidéo se termina, l'écran resta noir. La pièce resta silencieuse, seulement troublée par les pleurs de Javier, qui serrait Sophia avec force. Cette nuit-là, dans le vieux domaine froid, leur cœur se sentait incroyablement chaud, le poids de la vengeance, de la douleur et de la confusion qui avaient tourmenté Sophia, disparut. Cette reconnaissance valait plus que tous les lingots d'or du coffre-fort. 6 mois plus tard, dans un petit local à la périphérie de la ville, poussiéreux et bruyant, on entendait un vacarme. Devant une porte en verre encrassé, 2 femmes qui semblaient autrefois sorties d'un magazine de mode se battaient pour un sac. « C'est ma part, Isabelle. Je vais le vendre pour payer l'échéance de la moto », criait Regina. Ses cheveux étaient emmêlés,
son visage gras, sans trace de maquillage coûteux. « Pas question, hier tu as déjà vendu des chaussures. Maintenant c'est mon tour, » répliquait Isabelle sans céder. Elle se disputait un sac de marque d'occasion, le seul bien authentique qui leur restait de leur époque dorée. L'Hermès et les diamants de leur mère se sont révélés être des contrefaçons impossibles à vendre. Maintenant, elle vivait dans un minuscule appartement de location, harcelée par les créanciers et survivant en vendant leurs vieux vêtements sur Internet. C'en était fini des fêtes et des réunions mondaines. Leurs amis riches avaient disparu dès qu'ils avaient su qu'elles étaient ruinées. Elles récoltaient ce qu'elles avaient semé, le vide, pendant ce temps, loin de là, dans la Sierra fraîche. Le domaine L'Espérance s'était transformé, non pas en un palais ostentatoire, mais en un foyer accueillant qui ouvrait ses portes les week-ends comme résidence pour personnes âgées, abandonnées. Une fondation que Sophia a créée en mémoire de sa belle-mère, dans le vaste jardin arrière. Sophia donnait à manger à une vieille résidente. Elle portait une robe simple, mais d'un tissu fin. Son visage irradiait une lumière sereine, libre de tout poids. « Merci, ma fille. La crème est délicieuse, » l'élogia la vieille femme avec un sourire édenté. « Je vous en prie, grand-mère, » répondit Sophia avec sincérité. Javier s'approcha avec un plateau de thé chaud. Il donna un baiser sur le front de son épouse avec tendresse. Il n'était plus un professeur remplaçant complexé. Maintenant, il gérait les plantations d'oliviers héritées de son père et développait une entreprise d'agrotourisme aux alentours du domaine. « Il y a une visite devant... »« Chérie, » dit Javier à voix basse. « Encore un journaliste ?» demanda Sophia. L'histoire de la belle-fille à la boîte à chaussures était devenue virale dans les médias locaux. « Non, c'est Monsieur Durand. Il apporte le cadre que tu as commandé. » Sophia sourit. Elle se leva et alla au salon principal. Là, au-dessus de la cheminée allumée, Monsieur Durand venait de suspendre une élégante vitrine en verre. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamants ni de couronne, mais un objet qui contrastait énormément avec le luxe de la pièce. Une boîte à chaussures en carton, enfoncée, décolorée et poussiéreuse. En dessous, une petite plaque d'or avec une inscription. « Ne jugez pas l'or par la poussière, ni l'amour par son emballage. » Sophia contempla la boîte. Celle-là même qu'on lui avait jetée autrefois aux pieds comme une insulte était maintenant le symbole de la plus haute noblesse dans cette maison. Elle avait appris que la vie tourne toujours. La bonté peut être douloureuse au début, comme marcher sur des cailloux tranchants. Mais elle mène toujours à un magnifique jardin de fleurs. Sophia prit la main de Javier et chuchota. « Merci, maman. L'épreuve est terminée. » Dehors. Le soleil couchant baignait la vallée d'une lumière dorée, comme si sa belle-mère lui souriait depuis le ciel, bénissant leur véritable bonheur.